Bienvenue, Moustapha El Jaï. Merci beaucoup, c'est Rachid, pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Je rappelle que vous êtes banquier Exact. et doctorant à l'ISCAE sur la problématique du financement en entreprise. Tout à fait. Bienvenue également à Ardan Faddal. Bonjour Rachid. Diplômé. Bonjour, Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. C'est Ardan Faddal. Je rappelle que vous êtes diplômé à Sciences Po, section financière, exact. Et chef d'entreprise. Donc merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Invitation pour un info en face un peu particulier, un info en face de fin d'année, rétro-prospective, histoire de revenir un petit peu sur toute l'actualité marquante de l'année écoulée. Puis avec vous, ça sera essentiellement d'un point de vue financier et d'un point de vue économique. Moustapha El Jaï, pour vous, est-ce qu'il y a eu un fait marquant d'un point de vue économique qui vous a marqué? Merci Rachid pour cette question pertinente. Donc juste pour un petit peu faire une synthèse de l'année 2018, l'exercice 2018 était une année de toutes les attentes sociales et le plus frappant à mon sens, c'est les discours de Sa Majesté, surtout le dernier discours de Sa Majesté qui a, bien que noté l'effort fait par l'économie marocaine depuis les dernières décennies, mais a quand même démontré que notre modèle de développement sur lequel on va revenir, c'est essoufflé. Mais pour vous, un qualificatif, on va aller dans le détail, on va aller au fond des choses, sur ce qui a marqué. Il y a eu du boycott, il y a eu des paiements, il y a eu crédit TVA, il y a eu beaucoup de choses qui se sont produites. Mais vous, juste un mot, un terme, un qualificatif de cette année économique 2018 pour vous. Morosité, qualificatif, je pense plutôt une année difficile, une année, je dirais, entre guillemets, une année blanche, malheureusement, puisque toutes les données macro, les taux de croissance et même je dirais, tout ce qui touche l'emploi, sont négatifs. Au niveau des agrégats, Madame Faddal, vous, année 2018, au point de vue économique. Comme l'a dit Moustapha, une année extrêmement difficile qui suit un petit peu les années précédentes, c'est-à-dire une difficulté à sortir de la zone noire, grise, avec donc un chômage extrêmement élevé, un chômage aussi des jeunes extrêmement élevé, une difficulté à créer des emplois, un ralentissement économique général, puisqu'on aura une année aujourd'hui qui va se terminer à 3, voire un petit peu moins de 3, peut-être 2,9, 3. De croissance extrêmement faible. Croissance économique, ouais. Alors qu'on sait que les besoins du Maroc se situent autour de 7, 8 pour résorber ne serait-ce que le chômage endémique, le stock de chômage qu'il y a. Donc difficulté aussi à recréer de la confiance auprès des opérateurs économiques. On a vu que les délais de paiement étaient très difficiles, qu'il y avait beaucoup d'impayés, que le crédit bancaire était à tonnes, que la balance commerciale est déficitaire aujourd'hui à 187 milliards de dirhams. C'est un déficit structurel aussi qu'on traîne depuis une dizaine d'années. Mais qu'on n'arrive pas à résorber. Mais pour vous, Ardan Faddal, est-ce qu'il y a aussi un qualificatif pour cette année économique 2018 ? Année de transition, année du cumul en fait des différentes aussi difficultés et de l'incapacité d'avoir réformé, c'est-à-dire le fait, on n'a pas eu le fruit des réformes qu'il aurait fallu peut-être mener et que là 2018 a été le marqueur. Dans la mesure où le modèle de développement n'est pas pérenne et pertinent et dans la mesure où il n'y a pas eu de réforme structurelle, que ce soit au niveau économique, administratif, ça ne peut pas être une année de transition, c'est justement une année qui confirme les années précédentes. Pour qu'on parle d'année Sauf que là, ça a été le trop-plein. Exactement. Pour qu'on puisse parler d'année de transition, il faudrait qu'on puisse voir quelque chose d'émerger, quelque chose de nouveau. 2018, il n'y a rien qui a émergé. Il n'y a rien qui a émergé. Alors, ce qu'on peut souligner, c'est que dans le dernier trimestre, il y a eu quand même quelques mesures phares, notamment prise par le nouveau ministre des Finances, qui a au moins essayé... Voilà, c'est Ben Chaboun. Mais juste, on va aller sur le deuxième semestre, mais sur le premier semestre, parce qu'il y a quand même, me semble-t-il, des choses qui se sont passées cette année. Je pense au boycott, d'un point de vue économique aussi. Oui, il y a eu des tensions. Le boycott, c'est clair. On n'avait jamais vu ça. Il y a eu donc peut-être un démarrage aussi premier trimestre 2018, un peu difficile, parce qu'on traînait tout ce qui est délai de paiement, qui a pris peut-être beaucoup d'ampleur. Crédit, aussi remboursement de TVA. Et puis le boycott, est-ce que pour vous, le premier semestre a été extrêmement difficile, 2018, par rapport à ces deux événements-là? Le premier semestre, effectivement, a été difficile. Et on avait une première fois, on a vu une façon, je dirais, de réagir qui était un peu innovante au Maroc. Et je dirais, c'est dommage que ça a touché que quelques entreprises. Et parfois, ça a même touché des grands, je dirais, cargos de l'industrie marocaine. Mais la problématique revient au pouvoir d'achat. C'est-à-dire que même la classe moyenne... Parce que là aussi, pendant le premier semestre 2018, on a beaucoup parlé effectivement du pouvoir d'achat. Tout à fait. La classe moyenne, malheureusement, est tirée vers le bas. Et même cette classe moyenne, qui est le moteur
de la dynamique de la consommation, puisqu'on va revenir au modèle. Mais notre modèle qui était basé sur la consommation a été, je dirais, affecté. Et même cette consommation, on va en parler, la problématique, c'est que 70% de ce que nous consommons est importé. Elle ne favorise même pas l'industrie locale. Mais ça fait 10 ans. Pourquoi c'est ressorti, pourquoi c'est rejailli en 2018? C'est ressorti parce que, comme vous avez dit, le verre est plein et cette classe moyenne, je ne parle pas moi des classes défavorisées dont les pauvres personnes en parlent et maintenant il n'y a que ces mesures qui vont être annoncées, qui j'espère vont les tirer vers le haut, mais la classe moyenne s'est touchée très affectée et notamment sur la problématique du carburant que tout le monde connaît. Oui, on va y revenir parce que ça s'est passé dans le deuxième trimestre 2018. On redécouvre, mais ça, tout le monde le savait, que l'économique et le social sont extrêmement liés. Vous avez aujourd'hui les conséquences sociales d'une situation économique qui est dramatique. Pour plusieurs raisons. Vous avez un taux de chômage qui est endémique, qui est élevé. Vous avez une hausse des prix. On est sur un stock toujours de 1,5 million de personnes qui... 1,7 million, exactement, avec des créations d'emplois qui sont très donc déjà ce stock ne baisse pas, quoi. Exactement, il ne baisse pas. S'amplifie, oui. Exactement, avec une entrée sur le marché du travail d'à peu près 300 000 jeunes chaque année, ce qui est énorme. Et puis une difficulté aujourd'hui pour les entreprises à recruter parce que la situation économique est mauvaise, les marges sont de plus en plus... Et quand les entreprises recrutent, ne trouvent pas forcément des compétences. Exactement. L'inadéquation. Toujours la même chose. Les programmes de recrutement sont beaucoup plus limités qu'auparavant, avec une hausse des salaires qui aujourd'hui n'existe plus. C'est-à-dire que les salaires sont plafonnés. Qu'est-ce qu'on avait avant? On avait à la fois le crédit bancaire qui permettait aux ménages... Qui dit salaire plafonné, est-ce que impact sur l'inflation des prix, sur le coût de la vie? Alors, parce qu'on était un petit peu là-dessus. Le coût de la vie est de plus en plus important parce que les ménages font face à des besoins. Parce que je veux dire, il y a compression des salaires et en même temps inflation des prix. Exactement. Donc c'est en fait, est-ce qu'on a tension inflationniste, est-ce qu'on a assisté à ça pendant ce premier semestre 2018 avec aussi cette classe moyenne qui peut-être s'est manifestée beaucoup plus et a été beaucoup plus audible lors de cette opération entre guillemets de boycott au mois d'avril dernier. Bien entendu, une classe moyenne qui est surendettée, dont les salaires plafonnent, dont les besoins par rapport aux besoins médicaux, éducatifs des enfants grèvent fortement le budget et puis effectivement une tension due à certaines ententes ou certaines pratiques qui étaient anticoncurrentielles qui, à un moment donné, ont fait déborder le vase. Et c'est vrai qu'on a eu une espèce d'effet domino avec un ras-le-bol généralisé à la fois des classes moyennes, mais aussi des classes populaires qui se sentent un peu abandonnées. Mais sur la question du pouvoir d'achat par rapport à 2018, il s'est passé quoi? Est-ce qu'il y a eu des mesures? Est-ce qu'il y a des marges de manœuvre des actions qui ont été menées ou des marges de manœuvre qui auraient été possibles d'actionner, en fait possibles, en tout cas disponibles, et des leviers possibles à actionner pour redonner un peu de pouvoir d'achat aux populations? Parce qu'on va aller sur le PLF 2019 ensuite pour savoir si effectivement il y a des mesures qui ont été prises dans ce sens. Parce que je rappelle qu'en premier semestre 2018, tout le monde, les partis politiques disaient il faut revaloriser, redonner un coup de fouet. Le dialogue social est gelé maintenant. Voilà, redonner un coup de fouet au pouvoir d'achat. Voilà, c'est juste par rapport à cette problématique-là qui était posée lors du premier semestre 2018. On a une difficulté aujourd'hui à engager le dialogue social, à le faire fructifier parce que chacun campe sur ses positions. Il n'y a pas une vision de... Il y a des positions dogmatiques. Exactement. C'est ça. Il n'y a pas de vision d'intérêt collectif. Et on a vu que dans le PLF, il y a quelques mesures, notamment la baisse de la TVA sur les médicaments, mais ce sont des saupoudrages en réalité. Ce qu'on a noté également, c'est qu'effectivement, face à ce boycott, il y a une prise de conscience généralisée des entreprises. Des marques par rapport à leur image, qu'ils véhiculent auprès des populations, des consommateurs. Bien sûr. Ils ont pris conscience qu'effectivement, il y avait un pouvoir citoyen du consommateur sur les réseaux sociaux qui émergeait, qui était là, qui était indépendant, parfois alimenté par des fake news peut-être, mais dont le souci c'était de préserver le pouvoir d'achat. On a vu que le boycott sur ces 3 sociétés à carburant, donc Africa, il y avait trois marques en fait. Trois marques qui ont été citées. D'ailleurs, c'est dommage, ça touche que des marques. Et voilà, malheureusement, elles ont servi un peu de cobaye, mais il y a des pratiques anticoncurrentielles. Oui, par tous les opérateurs. Des anomalies sur les prix, sur beaucoup d'autres secteurs et beaucoup d'autres marques. Mais bon, il se trouve qu'on a ciblé celle-ci. Aujourd'hui, elles ont reculé, en fait, elles ont redonné des gages de confiance aux consommateurs, mais c'est vrai que ça a impacté toute l'année. Aujourd'hui, il y a une espèce de défiance entre les opérateurs économiques et le consommateur citoyen qui est plus aguerri, plus attentif. C'est ça qui est à l'origine de la baisse de la consommation, ou c'est plutôt la détérioration du pouvoir d'achat? La détérioration du pouvoir d'achat, elle est manifeste. Le taux de chômage, la précarité, c'est-à-dire l'idée que effectivement les positions dans les entreprises sont plus précaires, ça c'est quelque chose qui a fait son chemin aussi. À part les très grandes entreprises aujourd'hui, qui sont peu nombreuses, on voit bien que le tissu des PME, d'ailleurs 8000 entreprises qui ont aujourd'hui qui ont baissé le rideau, exact, ou qui sont en sommeil donc l'année dernière, et chaque année c'est 8000. Donc il y a une espèce de précarité qui déteint sur le rapport à la consommation. Donc une consommation beaucoup plus avertie, beaucoup plus prudente, et finalement qui est grevée à la fois par
l'atonie du crédit bancaire, parce qu'on sait très bien que beaucoup de On en parlait, oui. beaucoup de familles, Il y a eu des tensions coupent sur les les fins de soldes. mois avec du crédit à la consommation, avec du crédit à court terme, etc. On l'a vu sur les indicateurs Donc, au niveau oui, des encours, mais difficile. Moustapha Djaï, bon, on a parlé effectivement du boycott, les prix des carburants aussi, c'est-à-dire même on l'a vu que même le deuxième semestre n'est pas réglé sur le plafonnement des marges et des prix, c'est extrêmement difficile pour les uns et les autres, pouvoirs publics et acteurs privés de se mettre d'accord là-dessus. Mais il y a eu aussi l'élection d'un nouveau président à la CGM. Ça s'est passé au mois de mai dernier. Tout à fait. Est-ce que là, ça... Puisque je suis de la maison aussi. Voilà, donc est-ce que ça a changé la donne? On a vu Saladin Mezouar remplacer Mariam Ben Salah, qui venait de faire 2 mandats c'est des consécutifs. élections normales, donc Et là, on parle du patronat. Tout à Du fait. patronat, avec peut-être aussi la volonté du patronat de redonner un peu Une nouvelle de dynamique. Enfin, il y a une volonté. insuffler un nouveau souffle. Est-ce que ça a changé les choses, pas changé les choses? Bon, c'est tout Événement, récent. pas événement? Oui, c'est tout récent. Il y a beaucoup d'événements, dont un événement qui a été très salué, c'est l'université d'été de la CGM, où il y avait une rencontre entre les opérateurs et les responsables gouvernementaux pour échanger sur... Ça, c'était début septembre. Oui, début septembre. Et je dirais la bonne nouvelle de cet événement, c'est deux grandes annonces faites par le nouveau ministre des Finances, M. Bichaboun, que je salue. Qui a remplacé Mohamed Boussaïd cet été. Tout à fait, exactement. D'abord, débloquer les arriérés de TVA. Et Dieu sait qu'il y avait comme 40 milliards. Bon, ça va prendre un peu de temps. Ça va donner un peu Ça va se faire d'oxygène. par tranche. Voilà, par tranche. Ça va donner un peu d'oxygène au niveau de ces PME, parce que, comme a dit Serdouane, il faut maintenant s'intéresser beaucoup plus à la PME et à la TPME. Sur le crédit TVA. On D'accord. parle d'un volume de 40 milliards de dirhams, Oui, tout à dont fait. je crois 50% de mémoire, Oui. c'est de remboursement de crédit TVA pour l'OCP. L'OCP, exactement. Vous Est-ce avez que c'est déjà fait. est-ce Par, que par la technique du Mais factoring. c'est sûr. Donc, c'est un rachat de créances par toute une technique bancaire qui s'appelle le Technique factoring. bancaire et financière, ouais. Voilà. Et toutes les banques, le système bancaire s'est impliqué. Maintenant, ça prend un peu de temps. Parce que le système bancaire était déjà impliqué aussi pour les délais de paiement. Tout à fait, tout ça à n'a pas fait. trop pris, ça n'a pas trop bien fonctionné. Donc, Tout sur à le- fait. Mais sur les 40 milliards qui vont être, qui devaient être remboursables, en Tout à fait, en fait, tout cas tout à fait, réinjectés, oui. est-ce que ça va être réinjecté au niveau de l'économie nationale? Ça Théoriquement, C'était une oui, question parce aussi que- qu'on se posait. Oui. Oui, c'est Ardem Oui, Fadel là-dessus. forcément, d'une part, ça donnera beaucoup plus de marge de manœuvre aux entreprises pour réinvestir, pour effectivement payer elles aussi Trésorerie. les créances. Mais est-ce qu'on l'a senti, est-ce que vous l'avez senti vous lors du deuxième semestre 2018? Parce que ça, c'est une décision Non, qui a été je prise au mois pense- d'octobre. Non, Non, Ou ça- voilà, exemple, voilà, pas le voilà. soutien en 2019. C'est une D'accord. mesure récente, donc il faut Non, du c'est temps. une- Déjà, pour monter un dossier de factoring et tout ça, ça prend un peu de Effectivement, temps. décision prise en fait au mois d'octobre, c'était courant octobre. Voilà. Voilà, donc il faut attendre beaucoup plus 2019 pour avoir les premières retombées, les premiers impacts. Ardem Fadel. Exactement, 40 milliards c'est pas rien, donc il y aura forcément un impact, ce qui est salutaire. On Soulager verra un peu aussi soulager la trésorerie, le coût de financement qui était élevé pour les entreprises et qui grèvent leur marge. Aujourd'hui, elles vont récupérer de l'argent, donc ça va alimenter, ça va fluidifier comme l'huile dans le moteur. Hein. C'est clair. Fluidifier Donc ça va la- permettre au premier trimestre 2019 Moi je crois que ce sera de plutôt bénéficier de ça. plutôt au deuxième semestre. On Deuxième verra semestre. les effets plutôt au deuxième semestre parce qu'effectivement les procédures de vérification, Ouais, bien sûr. les Il procédures faut une de- attestation d'administration Exactement. Il faut savoir fiscale. aussi, messieurs, que donc comme dit Moustapha Alger, ça va être échelonné sur le temps, sur le remboursement de Tout à fait. crédit TVA, parce qu'en même temps, c'est de l'argent que va Oui, devoir c'est- décaisser l'État. Bien Donc sûr. l'État doit Il faut le gérer trouver ça quelque part, cet argent. au niveau des finances publiques. Ouais. Donc c'est ça le. Tout à fait. Oui, bah, C'est pour ça que ça ne va pas se faire brutalement. On décaisse pas 40 milliards. Exactement, Exactement. tout à fait. Donc ça Et sera fait par tranche sûrement. Par contre, la mesure aussi courageuse donc du ministre des Finances de faire une circulaire et demander à l'administration de payer dans les délais très courts. Vous Et de imaginez, rapprocher il y a les beaucoup informations d'entreprises- avec. Ouais. Il y a beaucoup d'entreprises, et surtout dans le secteur BTP, qui ont travaillé pour l'administration, des académies, etc., et qui attendaient 2-3 ans, et entre-temps, elles mettent les clés sous le paillasson. Maintenant, il y a un délai très court où l'administration s'engage, il y a une volonté politique pour que l'administration paye rapidement les entreprises. Alors ce qui apparaît. Bon, dans le privé, c'est autre Ce chose. qui est apparu aussi pendant le deuxième semestre 2018, c'est que effectivement, ça se met en place au niveau du secteur public et de l'État, mais c'est plus compliqué maintenant au sein même du secteur privé. C'est pas solutionné. Donc, C'est clair, mais c'est au niveau du privé, il y a des grands capitaines d'industrie marocaine qui donnent l'exemple. Il y a aussi une citoyenneté pour essayer de ne pas faire traîner la petite TPE qui a fait de la sous-traitance et qui a, à cause des problèmes de trésorerie, elle peut mettre la clé sous le paillasson, créer l'emploi C'est et ce qui s'est aggraver passé la trop situation. souvent. Et moi, je pense que ce sont des mesures préfarables. Et pour revenir à la CGM, il y a même actuellement tout un travail, tout un groupe de travail qui est fait avec la primature sur des problématiques bien précises, délais de paiement, observatoire des délais de paiement, sur d'autres sujets, les assises de fiscalité qui vont venir le mois de mai, pour essayer mai 2019, ouais. mai 2019, pour essayer un petit peu
d'encourager l'acte d'investir. Parce que le problème actuellement, pour être honnête avec vous, et là ça n'engage que moi, il y a de l'attentisme, il y a une certaine méfiance, et la plupart je parle sous le contrôle des promoteurs, c'est le wait and see. D'accord. Attendez, il faut redonner confiance. Justement, pour redonner confiance, parce qu'il y a eu aussi un autre fait marquant, me semble-t-il, aussi en deuxième semestre de 2018, au-delà de l'appel en donnant la priorité à l'emploi, puisqu'il y a eu le discours de Souverain dans ce sens, donc prioriser l'emploi, c'est la Direction générale des impôts à l'égard des professions libérales. Il y a tout un processus qui s'est enclenché de régularisation, non pas d'amnistie fiscale, voilà, pour essayer de réglementer aussi ces professions et qu'elles s'acquittent de l'impôt dû auprès de l'administration. Est-ce que ça, c'est... Ça, c'est intéressant, parce que ça va dans le sens de ce que disait Monsieur Moustapha, c'est qu'il faut rétablir la confiance entre les opérateurs, entre l'administration et les opérateurs économiques, et entre les opérateurs économiques eux-mêmes. Et il est important que l'État donne l'exemple. L'État donne l'exemple en remboursant les arriérés de TVA à hauteur de 40 milliards et en mettant une procédure allégée, plus rapide, en vue d'alléger les souffrances des entreprises. Et puis il y a la DGI aussi, qui met en place un système de dialogue direct avec un certain nombre de professions libérales pour le dépôt de déclarations rectificatives. De 2014 à 2017, sur les 4 dernières années. C'est intéressant, parce que là aussi, il fallait non pas rentrer dans un système de défiance qui pointait du doigt les opérateurs, mais essayer de les rentrer dans un système plus transparent, avec un cadre compris, précisé, détaillé et plus transparent pour tous. Et ça, aujourd'hui, c'est important parce que vous savez que 76% de l'IR est payé par les salariés. Exact. Et que seulement 11% de l'IR était payé par les professions libérales. Et les professions libérales, c'est quand même quelques dizaines de milliers de personnes qui, globalement, sont supposées avoir des revenus relativement importants. Vous avez quand même... Donc il y avait réparation d'une injustice fiscale. Exactement. C'est ça, devant l'impôt. Donc là, on est pour établir l'égalité devant l'impôt aussi, parce que très souvent on parle de cette notion de liberté d'égalité, mais l'égalité devant l'impôt est importante. L'idée, c'est d'élargir l'assiette fiscale. Oui. Bon, et c'est vrai, au lieu de s'attaquer tout à... De l'élargir ou de la rééquilibrer? Parce qu'en même temps, c'est élargissement, et en même temps, c'est rééquilibrage. Tout à fait. Mais l'idée, c'est juste d'éviter les abus des deux côtés. C'est vrai que quand vous discutez avec les opérateurs, il y a quelques abus. Il est anormal qu'un médecin du secteur public, qui a un salaire très moyen, paye, d'après ce que j'ai lu, plus d'impôts que le médecin, mais le médecin du secteur public. La moyenne. Là, oui, on est toujours sur la moyenne. La moyenne. Voilà. Donc il y a aussi des médecins qui sont en difficulté. Il faut pas, à mon avis, il faut distinguer. Donc, faut pas aller à une C'est-à-dire qu'il y a des médecins du secteur privé qui gagnent très très bien leur vie. Il y a des médecins du secteur privé qui n'ont même pas de quoi payer leur loyer. Pour qui c'est difficile. Voilà. Il y a aussi une réalité aussi pour les avocats, pour les topographes, pour les architectes. C'est juste pour élargir. Par contre, pour compléter ce qu'a dit Erdogan, dans d'autres pays, notamment en France, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'au Maroc, l'IR, c'est pratiquement 75%, c'est les salariés. Et le complément, c'est très bien que vous dites ça. Le cas français, c'est l'inverse. Et donc il faut éviter les abus. C'est à l'image du PIB. Vous savez, quand vous prenez exactement. Le PIB. Et dans une conjoncture difficile aussi, il faut aussi aller avec beaucoup de doigté. Donc ça, c'était pour la DG. Point de vue personnel. Projet de loi de finances, parce que ça a démarré. L'aide de cadrage, d'ailleurs, c'est Mohamed Boussid, juste avant de partir, qui a légué cette lettre de cadrage, c'était en juillet dernier, à Mohamed Ben Chaboun. Et ensuite, il y a le projet de loi de finances qui a été présenté au Parlement, des débats, la première chambre, la deuxième chambre, et qui a été enfin validé en fin d'année. Quoi de nouveau? PLF, juste... Comme l'année dernière, l'idée qu'il faut soutenir le secteur social au sens large, qu'il faut effectivement avoir une vision sociale, lutter contre les disparités régionales, qu'il faut effectivement encourager l'investissement de l'État, parce qu'on sait très bien que l'État est la locomotive aujourd'hui de l'investissement au Maroc. Et puis il y a quelques mesures sur effectivement la taxation forfaitaire pour les locations, la baisse de la TVA sur les médicaments, sur certains médicaments, et le retour l'augmentation de la TIC sur certains produits à base de sucre. Mais d'une manière générale, on ressent à travers cette loi de finances que les marges de manœuvre sont limitées. Donc Mohamed Ben Chaboun avait... Et elle reste dans la continuité globalement. Pourquoi très limité? Parce qu'il y avait l'alarme de l'endettement, il y avait exactement, 86% d'endettement public, 65% de dette du Trésor aujourd'hui, avec un déficit budgétaire l'année dernière 3,8, aujourd'hui il est prévu sur la PLF 3,2, mais on sera visiblement au-dessus, parce qu'il faudra aussi apporter des solutions et des réponses sociales au mécontentement. 2019, ça devrait être une année difficile sur le plan social. En fait, si tu permets, Serdouane, il y a un dilemme.
C'est-à-dire que les attentes sociales sont très fortes. Et je me mets à la place de ce gouvernement qui a une marge de manœuvre très limitée. Et ces dépenses sociales nécessitent beaucoup d'investissements. On parle d'un chiffre de 29 milliards. De l'autre côté, comme la conjoncture... 29 milliards, c'est-à-dire, juste pour les chiffres, sur la dépense sociale, supplémentaire. Par rapport à l'an dernier. Éducation, je crois 6 milliards, santé 2,4. Oui. Bon, il y a d'autres mesures. Et de l'autre côté, au niveau des recettes, la conjoncture étant ce qu'elle est, les dons qu'on avait l'habitude de recevoir, les 5 milliards, je pense qu'ils ont prévu 2,4. Donc, de l'autre côté, les recettes, ça m'énuise. Et même la situation géostratégique mondiale, comme vous le savez, perturbe même un petit peu l'équilibre de notre budget. Donc, ils se retrouvent avec un déficit de 29 milliards. Ces 29 milliards, pour s'amuser, c'est le service de la dette que paye le Maroc pour son endettement. Un peu plus, en taux d'intérêt, c'est 36. Donc, on est passé à 36 milliards de remboursement de taux d'intérêt annuel de notre dette. Donc c'est la moitié du budget de l'éducation nationale, pour donner un repère. Donc l'endettement qui s'aggrave aggrave aussi le service de la dette. Ouais. Et on s'endette et on a du mal à retrouver des sources de financement. Ça veut dire quoi? C'est pour ça qu'on a fait le modèle développement, parce que ça a été évoqué aussi, ça avait été évoqué il y a en octobre 2017 déjà, sur le revisiter le modèle développement. Pour s'en sortir, avant de passer sur les prospectives 2019 avec vous, il faudra nécessairement, mettre en place un modèle de développement qui soit performant. Donc remettre sur la table le coût de l'énergie, le coût du travail, le marché aussi la législation aussi, pour permettre aussi à la fois à l'entreprise et à la fois aux salariés. Déjà bien gérer ce que nous avons. D'être beaucoup plus compétitif au niveau économique. Il n'y a que ça qui pourra faire. Les rigidés de l'économie marocaine sont connus. Il faut saluer la nomination par Sa Majesté de Deris Garaoui en tant que président du Conseil de la concurrence. Parce que c'est très important qu'aujourd'hui il y ait un jeu de la concurrence plus sain. Ce qui crée en fait de la richesse, c'est d'une part l'esprit entrepreneurial, il faudrait le développer, il faut que l'esprit d'entreprise puisse se développer. Pour cela, il faut qu'on soit en confiance par rapport aux banquiers, confiance par rapport à l'État. Que l'environnement aussi soit en adéquation. La base, vous savez, tous les économistes ont beaucoup travaillé sur les facteurs de production, sur ça. Et aujourd'hui, on redécouvre l'aspect psychologique comme moteur de la création de richesse. Il faut qu'on soit dans un environnement sain, qu'on soit à l'aise pour pouvoir créer des richesses, et puis surtout qu'on éduque nos enfants à avoir un esprit d'entrepreneuriat plutôt qu'un esprit de fonctionnariat. Mais on peut essayer de trouver des ressources à travers les privatisations, à travers l'élargissement de l'assiette fiscale. La privatisation a refait son retour dans cette loi de finances, dans ce projet de loi de finances 2019. Ça ne peut être que limité, parce que ce qui reste à privatiser, ça reste limité. Mais c'est quelques bijoux de famille. Il faut repenser la création de richesse, parce que c'est la création de richesse qui permet d'améliorer les recettes fiscales et les possibilités de financement de l'économie nationale et du budget de l'État. Donc sans cela, effectivement, mais c'est un travail à moyen terme, et il faut repenser le développement, le modèle de développement. D'ailleurs, on en a beaucoup parlé à un moment donné, et puis en ce moment, on n'en parle plus beaucoup. En fin d'année, on l'a lancé. Sa Majesté a donné un deadline qui est fin décembre, si j'ai bien compris. Mais juste là-dessus, avant d'aller sur 2019, juste un petit mot sur, il y a les assises de l'emploi aussi. Sur l'emploi qui devaient se tenir en début décembre, qui ont été reportées. Il y a aussi, on devait présenter aussi aux souverains des vision sur la formation professionnelle, solutions concrètes avec mécanismes, moyens, objectifs et budget. Tout ça a été rejeté parce que apparemment c'est plutôt rejeté. Revoir leur copie. Rejeté. Tout à fait. Donc ça veut dire quoi? On finit la fin d'année un peu difficilement là-dessus, à la fois pour trouver des solutions pour résoudre la problématique de l'emploi et surtout de la formation professionnelle. Tout à fait. Donc, comme a dit Serdouane, au niveau de l'emploi, donc les chiffres, le bilan, tout le monde le connaît, il est inquiétant. Et ce qui est le plus grand danger dont on ne parle pas, c'est les 1,7 million de NEET, de jeunes Marocains de 15 à 20 ni éducation, ni emploi, ni formation, ni éducation. Et ça, pour moi, c'est une bombe à retardement qu'il faut traiter. Sauf si on réfléchit peut-être à un modèle de développement aussi basé sur la technologie, c'est pour ça que l'innovation, parce qu'il y a des jeunes Marocains et Marocains qui apprennent l'anglais via YouTube. Bien sûr. Moi, je me dis que ce stock effectivement de personnes, il faut le motiver, il faut le former. Et à mon avis, comme vous avez dit, 2019, c'est l'année où on doit démarrer l'opérationnalité de nouveaux modèles de développement, parce que ça a été dit plusieurs fois. Et ce qui m'a marqué, moi, lors du dernier colloque sur le modèle de développement fait par l'Association des inspecteurs des finances, c'est l'intervention de M. Jouari, de grande qualité, qui a dit: le Maroc n'a plus le droit de faire encore une erreur. C'est la dernière chance que nous avons. Sinon, on va retomber dans le PAS, programme d'ajustement structurel, avec un endettement excessif, et on va rater le coche.
Et on ne va jamais rattraper les pays émergents. Donc c'est Parce que 2019, donc c'est l'année ou jamais? c'est l'année ou jamais, même si je vois les prix. Bon, vous savez, quand on parle modèle développement, on parle de 10 ans, 20 ans. C'est pas. Mais il faut déjà commencer. Et quand on parle de facteur de production, gain de productivité, performance, efficacité, conquête des marchés, ça c'est. Oui, ça c'est de l'opérationnel, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais honnêtement, quand je vois l'année 2019, qui est une année difficile, et on parle maintenant de 2,9, 3,1 maximum de croissance, donc comme a dit Serdou, on a besoin au moins de 5 ou 6, un minimum, et d'une façon récurrente et sur le long terme, on ne fait qu'aggraver nos problèmes, sachant que maintenant, un point de PIB, auparavant créé 38 000 postes d'emploi, avec les nouvelles technologies et avec les services, c'est 18 000, 14 000. Ça a été divisé par 2,5. Voilà, exactement. Donc les détériorations du modèle de croissance. Tout ça, il complique un petit peu l'équation. Sur 2019. Est-ce que quand Moustapha El Jaddi dit, voilà, moi j'ai assisté à un colloque sur le modèle de développement organisé par les inspecteurs des finances, où Abati Jouari a pris la parole, gouverneur de Banque Marine, qui dit, voilà, si on reste en l'état, la menace du pass, le pass est dans les radars. Elle est là. Bien sûr. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que 2019 doit être, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Ou qu'est-ce qu'il faudrait faire pour relancer la machine courageuse. Si vous voulez, le problème, c'est que on veut changer de modèle sans balayer et sans taper dans la fourmilière. On ne peut pas. Si on veut changer de modèle, et si on veut adopter un modèle pérenne, il faut effectivement une rupture par rapport à certaines pratiques, par rapport à certaines positions acquises. Ça veut dire il y a déjà un premier signal qui est le Conseil de la concurrence qui est mis en place. On verra comment il agira et avec quel courage, avec quel... En tout cas, Driss Galaoui a d'ores et déjà annoncé que le dossier prioritaire qui était sur son bureau, c'est celui des carburants. Ah oui, bon, donc on verra peut-être du nouveau en 2019. C'est très bien, mais il y en a d'autres. Mais il faut aussi revoir un certain nombre de positions acquises, mettre un peu plus de concurrence. Ça peut être dans beaucoup de secteurs d'activité. Mais quand vous dites plus de concurrence, quand vous dites beaucoup plus de concurrence dans le FEDEL, c'est pour beaucoup plus de concurrence pour plus de compétitivité. Exactement. Voilà, et pour avoir aussi une offre produit pour les consommateurs qui soit performante et en concurrence. Juste pour, il faut que l'État prenne ses responsabilités. Bon, j'avais avec Sibeth Moussa proposé la création d'une BPI il y a plus de 3 ans déjà. Banque publique d'investissement. Banque publique d'investissement qui pourrait favoriser le développement des régions, le financement des TPE, des PME, aussi des startups, puisqu'on veut s'engager dans ce Maroc innovant, ce Maroc des territoires d'ailleurs, parce que le modèle de régionalisation avancée, ça peut être en 2019 à mon avis. On nous dit qu'effectivement on veut lutter contre les disparités sociales et territoriales et régionales. Donc aujourd'hui, pour redynamiser l'emploi et la création d'entreprises, peut-être qu'il faudrait, à côté du système bancaire classique, créer une BPI selon des modalités transparentes, etc., à l'image de la France ou à l'image de l'Allemagne, qui puisse travailler la création, l'émergence, le soutien, le financement, l'accompagnement, la prise de participation dans le tissu économique marocain. Le développement des territoires, la régionalisation, sous forme déconcentrée ou décentralisée, peu importe, c'est peut-être des termes qui sont purement techniques, c'est là où sont les relais de croissance économique. Tout à fait. Pour le Maroc aujourd'hui, qui ne sont pas forcément... Avant de se concentrer sur l'export et sur les marchés internationaux, peut-être les relais de croissance qui sont sur l'ensemble du territoire. Depuis 2 ans, 3 ans que ça commence ça a l'air... Ça a beaucoup de mal à prendre forme. Moi, je pense qu'il faut dérouler toute la mécanique de la... Il faut accélérer en 2019 sur la régionalisation. Ouais. D'ailleurs, Sa Majesté l'a dit. Elle l'a dit en décembre, début décembre, parce qu'il y avait le 3e forum parlementaire des régions. Tout à fait. Ouais. Et à mon sens, il faut créer de la compétitivité entre les régions pour que les régions elles-mêmes se prennent en charge et attirer l'investissement chez elles. Concurrence entre les régions, alors que il y a compétitivité. Par contre, il y a déjà une fracture entre les régions. Il y a des régions très riches et des régions très pauvres. Ça c'est clair, même s'ils ont créé un fonds qui va un peu aider les régions. Par contre, il faut prendre des mesures courageuses. Il faut absolument reverser une partie de l'IS et de l'IR générée par le territoire en faveur de la région, quitte à ce que ça soit 10%. Maintenant, comment ils fonctionnent? Ils ont 30% de la TVA. Mais moi, si j'ai une usine à Tuicide comme CMT, mais tout est fait à Casablanca, à Rabat, il faut que les gens qui sont à Tuicide, dans un petit patelin oriental, l'activité créée dans une région X doit bénéficier au moins 10% à la région une X. Partie, bon, pas tout, parce que le budget d'État qu'il faut financer. Une partie doit revenir à la région. Comme ça, même tous les élus, y compris le président de la région, toutes les autorités font un maximum d'efforts pour attirer parce que ça va profiter à la région. Et comme ce qui se fait dans d'autres pays. Parce que les élus régionaux, effectivement, il faut qu'ils trouvent les financements nécessaires pour accompagner le développement économique de leur territoire. Mais est-ce que pour vous, Rodolphe Fadel, les régions, les territoires, peu importe le temps que ça va mettre, ce sont les vrais relais de croissance
pour l'économie de demain, pour les métiers d'avenir? Bien entendu, tous les pays qui ont adopté une organisation régionale s'en sortent beaucoup mieux économiquement parce qu'ils transfèrent aux décideurs locaux qui connaissent bien le terrain la capacité de financer des projets, de lever l'impôt et d'être, si vous voulez, responsables de leur développement et aussi responsables devant leurs élus. Donc c'est important. Après, cette régionalisation prendra du temps. Est-ce qu'on a toutes les compétences? Est-ce qu'on a tous les organes de coordination? Est-ce qu'effectivement, on n'aura pas aussi des problèmes de compétences, de partage de compétences entre ce qui relève du central et du territorial? Comment on peut faire en sorte que les communes, les préfectures et puis les instances élues au niveau régional travaillent ensemble? Est-ce que les préfectures jouent le rôle adéquat et le rôle le plus optimal en matière de développement économique? Est-ce que les communes jouent ce rôle-là en matière d'attrait, d'attraction de l'investissement, en matière de défense des projets d'investissement? Je ne sais pas. Et je crois qu'il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là pour que les communes jouent un vrai rôle et que les préfectures et les wilayas jouent un vrai rôle à ce niveau-là. Par contre, il y a un point qui est important et que Simoun a soulevé au départ. Oui. C'est les discours royaux. Il y en a eu deux, l'un sur la formation pointe un petit peu sur la le jeunesse. retard. Et puis là, je pense que le plus grand défi pour 2019, ça va être la jeunesse. Si vous voulez, un pays où la jeunesse se sent inutile, rejetée, et où elle n'est pas en activité, que ce soit, comme l'a dit Sim Mustafa, au travail ou à l'école, c'est extrêmement dangereux. Et c'est le sens du discours sur la formation professionnelle et le discours sur la jeunesse que Sa Majesté a... L'enjeu pour 2019, pour vous, c'est, est-ce que vous alignez un petit peu à ce que vous venez de nous dire, Dom Fadel, c'est cette jeunesse, il faut avoir une jeunesse dynamique, une jeunesse ouverte, une jeunesse qui s'occupe, une jeunesse qui est ou en emploi ou en formation professionnelle. Moi, je pense quand on voit un des mots du Maroc, c'est un taux de 45% de jeunes entre 15 et 24 ans au chômage. Et ça, c'est vraiment, comme je dirais tout à l'heure, c'est une grande inquiétude au plus haut sommet de l'État. Et nous avons émis quelques propositions au niveau de la CGM en disant, pour cette jeunesse, il faut encourager le programme Tahfiz, c'est-à-dire encourager des jeunes qui ont une formation et de bonnes idées à créer des micro-entreprises. Il faut encourager le secteur privé, défiscaliser tout ce qui est salarié de 5 jusqu'à 10 personnes. L'État prend en charge tout ce qui est social. Et si on est parti sur des hypothèses de 20 000 jeunes qui créent leur petite micro-entreprise, si l'on embauche une ou deux personnes, on a déjà sauvé 60 000 jeunes. Et ce n'est que le privé qui pourra résorber. L'État n'a pas les moyens et on ne va pas créer un petit peu le... Justement, sur la question des moyens par rapport à 2000... Il faut que le privé ait l'acte. Et c'est l'entreprise qui crée de la richesse et crée de l'emploi. Comment pour l'État aussi, et puis Mohamed Ben Chaboun, mais le gouvernement dans son ensemble, l'articulation entre, vous l'avez dit, alarme au niveau de l'endettement, la dette souveraine, on a passé de 750 milliards de dirhams, et en même temps accompagner aussi des mesures pour des jeunes, des politiques sociales à financer. On a annoncé d'ores et déjà pour le premier trimestre 2019 la levée d'un nouvel emprunt sur les marchés internationaux de plus d'un milliard de dollars. Voilà. Il y a aussi une nouvelle lettre de liquidité et de précaution auprès du FMI de 30 milliards de dirhams. Voilà. Est-ce que avec tout ça, comment les décideurs vont pouvoir gérer un petit peu tout ça, quoi, et essayer de répondre aux différentes aspirations? Ça va être extrêmement difficile. Il faudra manœuvrer délicatement. Je crois que la marge de manœuvre elle est extrêmement ténue. La situation économique, je ne pense pas que le ministre actuel de l'économie et des finances puisse la maîtriser totalement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui dépassent, prend en cours de bonnes mesures. Oui, il a pris de bonnes mesures et bonnes mesures courageuses. Compétences. Mais si vous voulez, il y a des choses qui dépassent le cadre de son ministère, puisqu'il y a des réformes à mener en profondeur, il y a une volonté à initier. Et il y a des incertitudes aussi. Il y a beaucoup des incertitudes, la flambée des matières premières sur les marchés mondiaux. On dépend aussi de barrières exogènes. La campagne pluviométrique, la campagne agricole. Grâce à Dieu, ça lance bien. Exactement. Donc, de toute façon, il y a à agir sur le court terme. Bon, c'est ce qui est fait à travers cette loi de finances qui me semble équilibrée, même si elle n'est pas très audacieuse, mais on n'a pas les moyens pour faire sociale, qui est orientée sociale. Elle est sociale, il faut calmer les gens. Et puis, je crois qu'il y a des mesures à moyen terme qui touchent les réformes administratives, les rigidités économiques. Politique publique. Les pratiques anti-concurrentielles. Le FMI l'a rappelé aussi dans son communiqué début décembre. Une bonne gouvernance. Il faut d'abord qu'on gère bien ce que nous avons. Exactement, la réforme fiscale, le Conseil de la concurrence qui doit jouer son rôle, et puis initier l'investissement sur l'humain. L'investissement sur l'humain, pour qu'effectivement on sorte de l'investissement simplement sur les structures, mais qu'on investisse plus sur l'humain, sur la jeunesse, sur la formation. Et c'est ça qui déterminera sur les prochaines années l'éventuel décollage du Maroc.
Et qui sera à l'origine un petit peu de la confection du nouveau modèle de développement. Tout à fait, C'est ça, en fait. exactement. Il y a En faisant une tout ça. attente. Donc, Mais Sa Majesté a initié les bases du nouveau modèle de développement. C'est effectivement un modèle de développement plus équitable. éducation, Inclusif, formation, inclusif, qui touche toutes les populations. Et puis qui mettent le doigt sur les problèmes de la jeunesse, c'est-à-dire l'emploi, la formation. En fait, il faut juste pour conclure, à mon sens, et on va en parler peut-être, c'est que le nouveau modèle doit être une rupture avec ce qui a été fait, et il faut absolument créer plus de richesses, il ne faut pas faire autrement, mais mieux la répartir et mettre le citoyen au cœur de ce nouveau modèle. Et on a l'impression qu'on a un Maroc à 2 ou 3 vitesses. Révélateur. Il faut maintenant que le citoyen lambda qui est dans un petit patelin sente un petit peu qu'il a un petit peu sa part dans ce petit... Ça veut dire quoi, messieurs, que le vrai révélateur, j'ai envie de dire, de cette année économique 2018, ça a été l'enjeu social et les besoins sociaux. Tout à fait. On a longtemps cru que le citoyen consommateur était un simple spectateur, une espèce de vache à lait. Ah oui, il y a une prise où de un moment conscience, tant mieux. Mais aujourd'hui, il s'est révélé comme un acteur. Par les réseaux sociaux, par un certain nombre de manifestations. Les technologies, les WhatsApp, oui, donc ça, c'est quelque chose qui va perdurer. Donc il faut redéfinir des règles de l'engagement, du contrat de confiance entre les Il faut opérateurs communiquer, il faut aussi communiquer. et le citoyen. Merci, messieurs. J'en prie. Merci, Moustapha El Jaï, banquier, Cher ami. doctorant à l'ISCAE sur la problématique du financement des entreprises. Merci, c'est Rachid. Merci également à Ardon Faddal. Je suis ravi d'avoir revu Si Moustapha, qui est plaisir effectivement partagé. un grand En cette- banquier en avec cette- qui j'ai l'occasion d'avoir de C'est grandes gentil. discussions. Merci Et beaucoup. C'est un banquier émérite. D'accord. Merci en tout cas Ardon Faddal, diplômé Sciences Po, section financière et également il est chef d'entreprise. Vous êtes banquier, vous. Et lui est chef d'entreprise. On a de bonnes relations. Voilà, c'est pour ça que je me dis, est-ce que vous allez avoir des convergences? Les amis, En tout cas, merci une fois de plus à vous et puis bonne fête de Merci. fin d'année, Meilleurs vœux. bonne année. Ça vous Et est puis un on peu se, proche. on se retrouvera en 2019 Inch'Allah. pour faire de nouveaux commentaires et d'analyses Avec plaisir. sur l'actualité et les enjeux économiques et sociaux. C'est Tout ce que à je fait. retiendrai. Tout à Merci fait. à vous. Bonne année. c'est Rachid. Merci également. Au revoir. Merci beaucoup.